Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques, dirigé par Paul Devels, émission préenregistrée le 15 mars 2018, diffusée vendredi 29 juin de 18h à 21h et réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Bonsoir à nouveau, chers auditeurs, dans cette deuxième partie du libre journal des sciences et des techniques, dirigé par votre serviteur Paul Devels. Je signale que cette émission est préenregistrée, donc vous ne pourrez pas poser de questions en direct, mais vous pourrez toujours transmettre vos remarques et poser des questions en écrivant soit disons à la radio, 61 boulevard Murat, 75016 Paris, le Radio Courtoisie bien entendu, et vous pouvez aussi m'adresser vos remarques et vos questions sur Internet à mon adresse qui est Paul, le prénom, suivi sans séparation par deux Evels, DEHEUVELS, @sfr.fr. Alors cette émission est très exceptionnelle par rapport aux émissions habituelles parce que nous voulons rendre hommage d'abord à une personne qui a fait beaucoup de bien dans sa vie et qui a travaillé d'ailleurs constamment pour le bien en donnant de sa personne sans limite et sans aucun intérêt financier de quelque sorte que ce soit. C'est Jocelyn Moulin qui est le fondateur de l'association Cocopelli et qui en particulier a beaucoup fait pour la conservation des graines potagères de légumes et de toutes sortes de plantes qui sont anciennes et qui, sans son action, auraient très vraisemblablement, pour beaucoup d'entre elles, été perdues. Alors Cocopelli, je rappelle aussi pour ceux qui ne savent pas, que c'est en fait un personnage indien des Andes qui joue de la flûte et en fait c'est par allusion à ce personnage que, si vous voulez, que l'association a pris ce nom, mais c'est quelque chose qui est un peu bizarre lorsqu'on ne connaît pas l'origine. Ça s'écrit K-O-P-E-2-L-I et Jocelyn Moulin, qui est décédé en juillet 2017, a fondé cette association en 1999. Alors je voulais, puisque nous parlons de personnes disparues et qui ont été extrêmement bénéfiques, mentionner également et peut-être associer dans cet obituaire, associé à Jocelyn Moulin, les noms de deux personnes d'ailleurs qui sont connues des participants de cette émission d'aujourd'hui, c'est Sylvie Simon et Claire Sévrac, qui ont en particulier œuvré pour dessiller les yeux de nos concitoyens sur la nocivité d'un certain nombre de vaccins qui ont des effets secondaires graves. Alors les vaccins, je répète pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, n'ont pas comme effet que de protéger les gens contre une maladie. Et si on veut s'en convaincre, eh bien vous avez l'exemple récent du vaccin contre la dengue. Le vaccin contre la dengue, c'est un nouveau vaccin commercialisé par Sanofi et qui a été expérimenté dans un certain nombre de pays tropicaux où la dengue sévit. La dengue, c'est quelque chose qui est transmis par un moustique et c'est une maladie qui peut être très dangereuse. Eh bien, on a constaté d'abord que ce vaccin, empirait la situation de personnes qui avaient déjà eu la dengue une première fois, c'est-à-dire qu'on le vaccinait et puis ils étaient extrêmement mal une deuxième fois, à ce point que, en fait, les pays où ce vaccin contre la dengue a été introduit ont exigé non seulement que Sanofi retire son vaccin, mais rembourse un certain nombre de frais compte tenu des personnes qui sont mortes ou ont été gravement handicapées à la suite de l'administration de ce vaccin. Bon, si je cite cet exemple, ce n'est pas par malveillance envers Sanofi, qui est une des grandes sociétés pharmaceutiques et qui a produit un certain nombre de médicaments très utiles, mais pour démontrer
de façon évidente que certains vaccins ne sont pas inoffensifs comme on le croit. Si le vaccin contre la dengue avait été inoffensif et n'avait fait que protéger contre la dengue, eh bien le pays où il a été administré n'aurait pas demandé son retrait en urgence. Bon, c'est simplement un exemple. Alors, ceci étant, Sylvie Simon et Claire Sévrac sont tous les deux décédés dans des circonstances troubles d'ailleurs, et en fait, elles ont toutes les deux agi pour protéger les jeunes enfants des vaccinations intempestives. Alors, Jocelyn Moulin, lui, je dirais plus simplement, a travaillé pour conserver les graines de variétés anciennes, et toute son action a été développée pour que, si vous voulez, il n'y ait pas d'obligation légale, d'interdiction plutôt, de la culture et de la commercialisation de ces graines. Et bien entendu, lorsque il a commencé par dire qu'il ne fallait pas interdire ces légumes anciens ou ces graines de légumes anciens et qu'il fallait qu'on puisse les cultiver librement, il a eu affaire à une adversité considérable. Sur ce, je donne la parole à nos invités qui sont Madame Claire Chanu et Madame Karine Flett, qui sont toutes les deux impliquées dans l'action de Cocopelli et dans l'action de Femmes Semencières, qui est un réseau qui, disons, contribue à la culture de légumes anciens et d'autres. Vous faites surtout des légumes, hein, aussi de la médicinale. Oui, les plantes médicinales anciennes et qui ne sont pas disponibles autrement qu'en les cultivant soi-même. Alors, je voulais mentionner que l'action de Cocopelli est très connue des jardiniers amateurs parce que c'est l'endroit où l'on peut se procurer des graines de légumes anciens, et dès qu'on fait un potager, je ne vois pas comment on pourrait travailler sans l'apport de Cocopelli. Enfin, pour moi, je doute qu'il y ait beaucoup de jardiniers amateurs qui ne connaissent pas le nom de cette association. Alors, Madame Chanu, peut-être vous voudriez ajouter des choses à ce que je viens de dire. On va repartir peut-être, je vous remercie. On va repartir peut-être sur le premier maillon de notre alimentation, en fait, qui est la semence. Parce que quelle que soit la façon dont on s'alimente, hein, qu'on soit végétarien ou pas, quel que soit le... Même dans l'alimentation des bovins. Et de toute façon, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quelque part, il y a du végétal. Et ce voilà, végétal... donc les animaux se nourrissent de végétaux. Nous nourrissons de végétaux, parfois d'animaux. Et quel que soit le lieu où on habite sur la planète, quelle que soit la société à laquelle on appartient, le premier maillon de notre alimentation est la semence. Et tout découle en réalité du choix de cette semence. Ce qui nous fait dire souvent que quand on fait le choix de la semence, on fait le choix de nos vies. Parce que quand on va chercher une semence vivante, une semence reproductible, une semence qui s'adapte aux modifications climatiques, qui s'adapte au terroir, qui s'adapte à une hygrométrie, qui s'adapte à toutes sortes de critères de notre environnement, eh bien, on fait pousser une plante qui va porter cette information de cette capacité d'adaptation. Et nous-mêmes, humains, qui arrivons à la toute fin de la chaîne alimentaire, eh bien, comme on est ce qu'on mange, quand on a fait ce choix au départ, eh bien, on obtient des humains qui sont complètement différents. Soit ils sont informés avec des produits qui sont transformés et aux mains de l'industrie et des pouvoirs, hein, parce que la semence, si elle n'est plus libre, elle tombe dans un cadre légal. Tombant dans le cadre légal, ensuite, elle est produite par une agriculture qui a aussi des normes qui correspondent beaucoup aux normes de l'agriculture chimique. Et puis, quand on mange quand ces produits qui sont souvent insipides et pas très intéressants doivent nous être servis, on les agrémente de toutes sortes d'additifs, de colorants, de conservateurs, et puis on va chercher une nourriture qui ne porte plus d'informations vivantes et qui est extrêmement pathogène dans la plupart des cas. Ce qui a fait écrire d'ailleurs à notre amie Claire Sévrac, que vient de citer Paul de Vels, qui avait écrit avant de disparaître un livre qui s'appelle « Crime alimentaire organisé ».
leur poison vous entraîne à la mort. Et en fait, ce livre a été édité à titre posthume par Prune, la fille de Claire Sévrac, qui a voulu ainsi rendre un hommage au travail de sa maman. Citez l'éditeur, s'il vous plaît. Alors donc l'édition, c'est Elie et Mado, c'est une auto-édition. Donc, quand on fait ce choix de la semence, on fait le choix de sa vie. Et c'est pour ça que notre ami Jocelyn Moulin a marqué de façon indélébile la vie de Karine Flett, qui est ici avec moi, et qui était aussi une de ses grandes amies, parce qu'il nous a transmis cette compréhension de cette symphonie du vivant, de cette harmonie qui accompagne ensuite le vivant. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après la disparition de Jocelyn, nous avons hérité de cette vision, de cette énergie qu'a transmis inlassablement pendant de longues années Jocelyn sur les salons où il était sur les stands de l'association Cocopelli. Et pour nous, Jocelyn était l'âme de Cocopelli. Donc Cocopelli, bien entendu, continue. L'association continue de vivre, elle se développe. Elle est installée maintenant en Ariège. Au préalable, elle était en milieu urbain, donc elle travaillait surtout avec des semences de producteurs qui produisaient exclusivement ou pas pour Cocopelli. Maintenant, Cocopelli produit lui-même ses semences et l'association Cocopelli a donc deux grandes branches, si je puis dire. Donc il y a la branche des semences qui sont produites et vendues sur les salons, les sites internet, les foires, les rencontres. Et puis, il y a une autre grande branche très, très importante de l'association Cocopelli qui s'appelle Semences sans frontières, où des parrains et des marraines produisent de façon professionnelle ou pas, des semences qui vont ensuite être envoyées sur des projets qui nécessitent pour démarrer des semences du domaine public, ces semences vivantes et reproductibles et porteuses de vie. Et nous avons eu la chance, nous, de demander à Cocopelli de nous envoyer des semences pour le Mexique, qui est un pays qui a été littéralement envahi par les OGM. D'ailleurs, c'est un point très très crucial parce que le Mexique est le berceau du maïs. Et en même temps, le Mexique est aux portes des États-Unis. Oui, et mentionnons que le Mexique possède de façon sauvage ou cultivée plus d'1 millier d'espèces de maïs différentes, alors que le nombre d'espèces de maïs présentes ailleurs est beaucoup plus restreint. Voilà, donc le Mexique se trouve envahi maintenant de ces semences OGM, qui sont des semences, les OGM sont des plantes pesticides puisqu'elles absorbent ou elles produisent tous les pesticides qui vont permettre aux plantes de pousser. Donc elles contiennent toutes ces toxines dans leurs cellules. Et donc aujourd'hui, le Mexique est en train de perdre une grande quantité de cette variété de semences et de tous les savoir-faire associés à cette diversité. Heureusement, au Mexique, comme ici, il y a de nombreux réseaux de gardiens de semences qui continuent, qui poursuivent le travail des paysans pour sauver ces variétés, mais on est tout le temps en frontal avec la grosse industrie qui répand partout ces produits chimériques brevetés qui ont un droit de propriété intellectuelle et qui sont non reproductibles. Donc en fait, l'association Cocopelli nous avait offert 14 kilos de semences qui correspondent à des centaines de milliers de graines pour le Mexique, où on a eu la chance de pouvoir porter ces semences dans des réseaux de conservation de cette semence vivante, dans des écoles. De nombreuses écoles ont pu bénéficier de ces semences vivantes, des réseaux aussi de jardins partagés. Et une amie membre du mouvement des femmes semencières est là-bas en ce moment pour continuer ce travail. Donc, grâce à Cocopelli, il y a quand même aussi des organisations coupées de cette semence vivante qui peuvent à nouveau en bénéficier dans plusieurs coins du monde. Et ce département donc de Cocopelli, Semences sans frontières, est super, super important parce que c'est celui qui permet de retrouver l'accès à cette semence vivante quand elle a complètement disparu.
Et de Alors, juste une chose, je voudrais, si vous voulez, commenter ce que vous venez de dire au sujet des OGM, parce que le grand langage des promoteurs des OGM, organismes génétiquement modifiés, consiste à dire, voilà, on prend un maïs, par exemple, et on va modifier son génome pour le rendre plus intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire intéressant? On pourrait dire, imaginons que ce maïs croisse plus vite, croisse mieux, etc. Non, dans la plupart des cas, c'est pour le rendre résistant à un herbicide. Et la culture de ce maïs ne sera concevable que s'il est cultivé en même temps qu'il est arrosé d'herbicide, il est résistant à cet herbicide, et à ce moment-là, le maïs, si vous voulez, entraîne la pollution des champs par cet herbicide, et lui-même devient imbibé de cet herbicide qui est en général très toxique. La deuxième chose, c'est que parfois vous avez des organismes génétiquement modifiés pour résister à un parasite, par exemple, mais là encore, ça veut dire que le maïs ou l'organisme va être imbibé de poison. Et donc, la consommation de ces organismes génétiquement modifiés est toujours dangereuse, et dans certains cas, eh bien, les bestiaux qui mangent des tourteaux provenant de végétaux génétiquement modifiés ont parfois des problèmes de santé très sérieux et connus. Et je dirais qu'en plus, si vous voulez, cette espèce de promotion pour les OGM risque de devenir de plus en plus difficile parce que, en particulier, les bestiaux sont alimentés avec des tourteaux de soja qui viennent majoritairement du Brésil et ces sojas sont eux-mêmes en général soit des OGM, soit arrosés avec des produits qui les rendent toxiques, ce qui veut dire que si nous mangeons de la viande, eh bien, cette viande est souvent obtenue avec des bovins qui mangent des produits pas très nets. Alors, nous sommes ici dans l'optique de promouvoir la vie. Et la vie, ça consiste à dire qu'il faut que les semences que nous cultivons, eh bien, soit d'une part comprennent les variétés anciennes et ne se limitent pas à un tout petit nombre de variétés souvent artificielles qui sont la propriété exclusive, brevetée, des semenciers industriels. Ces semenciers industriels veulent empêcher la culture de variétés anciennes et c'est tout le combat de Cocopelli qui s'oppose à ce monopole. Alors bien sûr, si vous voulez, dans un monde idéal, il se pourrait qu'il y ait cohabitation des deux, c'est-à-dire que par exemple l'Imagrain ou Syngenta vendent ses produits, vendent ses graines et par ailleurs les agriculteurs auraient le droit de cultiver leurs propres semences. C'est beaucoup plus compliqué que ça et en fait tout est fait pour que les semenciers aient un monopole de fait sur toutes les semences alimentaires. Et ce monopole est quelque chose de mortifère, comme vous l'avez signalé, Madame Chanu, et je pense qu'il faut que nous nous battions aux côtés de Cocopelli pour empêcher que ce soit le cas. Tout à fait. Alors, quand vous parlez de l'impossibilité, en fait, d'avoir des cultures OGM qui seraient à côté et qui pousseraient à côté de cultures non OGM, il faut savoir que par pollinisation, les cultures OGM empoisonnent littéralement les autres cultures, c'est-à-dire qu'elles les polluent. En fait, le pollen des OGM s'envole vers les autres cultures et ce pollen-là est dominant par rapport au pollen des autres cultures et donc il pollue irréversiblement les autres cultures. Et il y a un cas fameux qui a eu lieu au Canada, c'est le cas Percy Schmeiser, d'un agriculteur qui avait du maïs qui n'était pas du maïs OGM, c'était probablement du maïs hybride F1, probablement, mais en tous les cas, il ne produisait pas des OGM et en fait, il y a eu un prélèvement qui a été fait dans son champ. Son champ avait été pollué par des OGM voisins et il a été condamné par Monsanto, le propriétaire des semences, qu'il a accusé d'avoir semé des semences OGM sans avoir payé les royalties. Donc on est complètement dans un cas de figure ahurissant où on va polluer son voisin et c'est la victime qui doit payer des amendes aux pollueurs. On est dans vraiment un cas de figure totalement
totalement incompréhensible. Et tout le processus est comme ça. Et je dois dire aussi qu'il y a souvent quelque chose dans la tête des gens qui est assez flou et qui pensent que les OGM ne sont pas reproductibles. Les OGM sont parfaitement reproductibles. Sauf que il y a dessus un droit de propriété intellectuelle, un brevet, qui fait que vous n'avez pas le droit de les replanter, de les ressemer. Il faut les racheter. Les hybrides F1, qui sont les autres plantes qui sont commercialisées par l'industrie semencière, sont quant à elles des plantes qui sont dégénératives, c'est-à-dire on les sème une première année, elles vous donnent un résultat. Si vous reprenez les semences de ces plantes OGM pour les ressemer une deuxième année, vous allez obtenir des plantes dégénératives. Elles ne sont pas proprement stériles, vous aurez une production, mais qui n'est pas conforme à la plante mère. Mais surtout, il faut bien savoir deux choses concernant les OGM. Donc, premièrement, que ce sont des plantes qui se reproduisent, mais qui font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Et que, secondo, comme le rappelait Paul de Vels tout à l'heure, ce sont pour 99% d'entre elles des plantes pesticides qui produisent et ou peuvent recevoir des herbicides et des pesticides sans mourir. Alors, quand on parle d'herbicides, on parle souvent de l'herbicide de Monsanto, puisque la plupart des plantes OGM ont été conçues pour qu'on puisse déverser sur elles des tonnes de Roundup sans que la plante meure. Mais elles produisent aussi elles-mêmes, pour certaines, des pesticides donc qui empêchent l'invasion d'insectes. Et à ce moment-là, la plante produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'arroser, c'est elle qui produit son propre insecticide. Mais quand cet insecticide doit être répandu dans le champ, on en répand une certaine quantité, mais quand la plante produit elle-même ce pesticide, elle en produit 200 fois plus. Ce qui fait que quand vous mangez ces produits, vous mangez typiquement des plantes qui sont bourrées de produits pesticides, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui rentrent dans toute la malbouffe qui ensuite préside aux différentes maladies que les laboratoires pharmaceutiques sont ensuite ravis de soigner à grand renfort de médicaments. Alors, Madame Karine Flett. Donc, vous pouvez imaginer très bien que nos sols ne sont plus des sols vivants, mais juste des supports, et que nos paysans ne sont plus non plus, si je puis dire, des paysans, mais juste des exploitants. Alors, je vais un peu commenter ceci. Parce que, si vous voulez, vous dites, vous avez un discours très concentré, vous dites les sols ne sont plus vivants. C'est exact, et j'engage les Parisiens à prendre leur voiture un dimanche et d'aller à la limite de la Beauce devant un champ de blé. Et prenez avec vous un loucher, c'est-à-dire une bêche assez forte, et simplement allez aider le paysan au labour en faisant un trou, en bêchant le bord du champ sur 30 cm. Retournez la motte et vous verrez quelque chose qui n'arrive jamais lorsque vous faites ça dans votre jardin. Si vous faites ça dans votre jardin, vous allez trouver des tas d'animaux, des vers de terre, etc. Des carabes, des choses qui vont sortir de la terre. Eh bien non, il n'y a rien. C'est-à-dire cette terre est complètement morte. Et en fait, ça vient de tous les herbicides qu'on a mis dessus, qui sont en général des assassins pour les vers de terre. Le ver de terre est un animal extraordinairement utile, mais je n'ai pas le but de l'émission d'en parler, mais je dis que ces terres sont assassinées. Alors, il faut bien voir que l'agriculture d'aujourd'hui, pose un certain nombre de problèmes, et je dirais en même temps qu'un agriculteur qui veut passer au bio, sa terre n'est pas nécessairement prête pour porter des cultures parce qu'elle est morte, en général, souvent lorsqu'il est fait de la culture industrielle. Et de ce fait, il faut un temps où sa terre va redevenir vivante, reprendre des couleurs, il va falloir mettre du fumier dessus et ainsi de suite. Et ça veut dire que pour qu'un agriculteur passe au bio, il faut pratiquement qu'il n'ait pas de récolte rentable pendant 2 ou 3 ans. Et ça veut dire que pour un agriculteur, c'est la faillite s'il fait ça. Ça veut dire que vraiment les agriculteurs qui sont installés dans l'agriculture industrielle ont beaucoup de mal à en sortir.
c'est quelque chose de dramatique, cette situation. Alors, maintenant, si nous parlons des maraîchers, eh bien, les maraîchers et même les agriculteurs eux-mêmes, eh bien, ont les difficultés considérables à, disons, commercialiser des produits qui ne sont pas issus de graines normalisées fournies par les grands semenciers. Si vous recommandez aux Parisiens d'aller dans la Beauce et d'y chercher un paysan, il va avoir beaucoup de mal à en trouver. Il va trouver des exploitants, à la rigueur. Oui. Les paysans, ils ont déserté la Beauce depuis Oui, mais longtemps. je veux dire, vous prenez un champ tout plat et vous bêchez. Bien entendu, il faut pas, si vous restez trop longtemps, peut-être l'agriculteur se demandera qu'est-ce que vous faites, mais simplement prendre une motte de terre. On trouve rien du tout. On est bien d'accord. Je voulais dire qu'il n'y a plus de paysans en Beauce. C'est juste ce que je voulais dire. Si vous voulez, mais ce sont des industriels paysans ou des paysans industriels. Non, et vous allez offenser les paysans, les traitants de paysans industriels. Je ne veux pas rentrer dans le coup, parce que si vous voulez, vous savez, Cocopelli a une action parfaitement connue de tous ceux qui vont, par exemple, sur les foires. Disons où il y a les foires de bio, enfin les salons, oui. Les foires. Mais par contre, elle n'est pas seule dans la défense des semences. Et là, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de citer le réseau des semences paysannes. Et la différence entre la philosophie du réseau des semences paysannes et Cocopelli, c'est que le réseau des semences paysannes veut obliger les paysans à payer des royalties pour les semences de ferme qu'ils utilisent, si ces semences de ferme sont apparentées à des semences qui sont déjà commercialisées. Or, dans la logique voudrait que lorsque quelqu'un a acheté une semence à un semencier, il la sème, par exemple le blé pousse, il ramasse du blé, il doit pouvoir se servir de ce blé s'il le ramasse lui-même, sans avoir besoin de payer des intérêts ou des taxes au propriétaire initial. C'est quelque chose qui quand même est assez flagrant, c'est-à-dire, imaginons par exemple que vous achetiez une perceuse, très bien, vous achetez une perceuse, et puis vous êtes par exemple électricien et vous allez forer des trous dans les murs, et à chaque trou vous allez payer une taxe au fabricant de la perceuse. Une fois que vous avez la perceuse, vous avez payé, et vous devez pouvoir vous en servir sans avoir à payer une taxe supplémentaire. Ouais, sauf que la perceuse, elle fait pas des petits. Oui, et alors, je suis d'accord, mais et vous savez comment ils ont trouvé le moyen d'appeler cette taxe? Elle porte un nom vraiment intéressant. Elle s'appelle la contribution obligatoire volontaire. Faut le faire, hein. Alors ça veut dire que les personnes qui ont inventé ça ont pris des leçons au ministère des Finances, parce que ça fait me penser à tout ce que les impôts ont trouvé pour, par exemple, vous savez, on parle beaucoup de CSG, la contribution sociale généralisée. Bon, je ne sais pas si elle est très sociale, mais c'est un... Elle est très généralisée, par contre. Généralisée. Alors, et l'autre, elle n'est pas forcément très volontaire, mais elle est très obligatoire. Ceci étant, il importe que tout le monde puisse se battre pour la liberté des semences. Et je me répète, parce que il faut aussi prendre en compte les auditeurs qui arrivent en cours d'émission. Cette émission est à la mémoire de Jocelyn Moulin, qui est le fondateur de Cocopelli. Et Cocopelli, c'est une association qui diffuse des semences anciennes qu'elle conserve. Et si elle n'était pas là, ces semences auraient disparu. Et donc, il convient que nous nous battions à côté de Cocopelli pour la liberté des semences. Cette liberté des semences est essentielle parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui brevettent tout ce qui est vivant. Et le breveter quelque chose de vivant est quelque chose qui est contraire à la nature. Alors bientôt, on va breveter des êtres humains, n'est-ce pas? Vous avez un bébé par FIV, il devra payer des royalties à je ne sais pas quoi, ça devient quelque chose d'absolument effrayant, et le brevet du vivant n'est pas quelque chose d'acceptable ni naturel. Madame Flett. Pour pouvoir continuer ce combat, j'aime pas trop employer ce mot combat, mais bon, c'en est un quand même, de pouvoir préserver ces variétés anciennes, c'est notre patrimoine, on l'a dit tout à l'heure, vraiment mondial, c'est très important. Il est également très important d'informer
de transmettre. Donc le mouvement des femmes semencières permet ceci, à la fois à l'international en reliant les gardiens de semences, un réseau de gardiens de semences, et dans différents pays des mises en place de transmission aux populations. Une chose assez impressionnante qu'on a découvert, une femme semencière de Moldavie s'est rendue compte au bout d'un moment en fait qu'elle était vraiment seule à préserver ces variétés anciennes de son pays. Donc elle met en place maintenant des formations de transmission, etc. Donc c'est essentiel. Alors je dirais que les femmes semencières passent aux travaux pratiques avec les graines Cocopelli, si vous voulez, parce que Cocopelli reproduit ces graines grâce à un réseau d'amateurs, de professionnels parce que, je ne sais pas, mais prenons un exemple, si vous voulez faire de la graine de carotte, vous devez d'abord faire pousser des carottes et puis ensuite attendre qu'elles aient poussé en hauteur. Alors si vous attendez qu'elles fassent de la graine, eh bien, c'est pas nécessairement des carottes que vous allez récolter parce qu'elles se sont devenues dures et il faut cultiver des carottes exprès pour faire de la graine. N'est-ce pas? Si vous mangez la carotte au moment où elle est bien tendre, elle a bien poussé, eh bien, à ce moment-là, vous ne faites pas de graine avec. Mais si vous faites de la graine, vous devez attendre qu'elle ait poussé. Donc, ça nécessite un travail qui s'étale sur plusieurs années. Alors, ça, c'est Karine qui va vous en parler parce que justement, la diversité du vivant est telle que on va pas reproduire une tomate comme on va reproduire une carotte ou on va reproduire une aubergine. Mais justement, on peut effectivement manger une tomate et conserver ces graines si elles sont vivantes. On peut pas le faire pour une carotte. Karine va vous l'expliquer. Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on refait ces graines comme ça d'une année sur l'autre, on a du coup notre trésor annuel qu'on peut remettre en terre d'une année sur l'autre, mais aussi avec l'émergence de nouveaux jardins, de faire des échanges, donc aussi de pouvoir revaloriser, réendurcir aussi ces graines pour les variétés. Et c'est sûr que ce que tu disais, Claire, que pour la carotte et pour la tomate, la carotte, ça va mettre beaucoup plus de temps. On va avoir besoin d'une durée de 2 ans sur un jardin pour pouvoir arriver à la graine, alors que sur une tomate, juste une année suffit. Oui, mais vous l'avez dans les fruits, en fait. Bon. Vous l'avez dans les fruits, oui. Mais donc, je dirais, tout ça, ça nécessite du savoir-faire, de l'énergie. Et la plupart du temps, les gens qui veulent se cultiver des plantes dans le potager, ils vont au supermarché ou à la jardinerie et ils achètent un sachet de graines. Et très souvent, ils sont très déçus parce que ces sachets de graines ne contiennent qu'un tout petit nombre de graines. Et en fait, il ferait bien mieux, je dirais, d'aller chez Cocopelli pour commander des variétés anciennes. Alors maintenant, je suis admiratif. Parce que 390 variétés de tomates, ça veut dire qu'il faut vraiment les cultiver toutes les 390. C'est un énorme travail. Et le travail de reproduction de semences, c'est un travail à part. C'est pas, en général, un maraîcher, il va avoir des difficultés à reproduire sa propre semence. Parce que conduire une production de semences ou conduire une production maraîchère, c'est pas très souvent compatible en termes de temps, en termes de moyens, et en termes de choix et en termes d'espace. Donc, je voulais citer pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie de s'y mettre, il y a un coffret de 4 DVD qui s'appelle Semences buissonnières, qui a été réalisé par Longomaille, qui sont des partenaires de Cocopelli. Semences buissonnières, c'est un coffret donc qui montre comment on va reproduire 32 espèces de plantes potagères. Parce que qu'on veuille reproduire une carotte, comme le disait Karine, la carotte c'est une plante bisannuelle, donc la semence elle n'est pas dans la carotte elle-même, mais elle est dans la fleur qui va être obtenue la 2e année de culture de la carotte. Quand on va
prendre une tomate, alors là c'est plus simple parce que la tomate c'est une plante qui se pollinise pas beaucoup avec les autres, il n'y a pas grand chose à faire et on peut recueillir au moment où on va manger la tomate ses semences. Mais si on veut faire par exemple de la semence d'aubergine, eh bien l'aubergine que vous allez manger, ces semences à l'intérieur ne sont pas mûres. Il faut laisser mûrir plus l'aubergine qui devient plus mangeable. Alors par exemple, vous avez récupérer ces semences. Les radis, lorsqu'ils ont monté en graines, ils sont immangeables en fait. Voilà, donc il y a tout un travail, il y a toute une connaissance qui est très essentielle, qui se perd beaucoup et qu'il faut retrouver et qu'on retrouve dans les jardins. Et que des gens commencent à se rééchanger maintenant. Oui, donc les rééchanges sont importants. Il faut beaucoup de patience et en plus on se rend compte que parfois Cocopelli, l'objectif de Cocopelli aussi c'était que les gens qui refont leurs semences puissent aussi en rapporter à Cocopelli. Donc Cocopelli parfois a des variétés qui disparaissent. Notamment, je me souviens de la carotte de Guérande et une variété qu'ils n'ont plus, par exemple le cardon épineux de Tunisie, qui est de la même famille des artichauts. Il se trouve que nous, sur un jardin en plein milieu urbain, on a eu la patience justement d'attendre 2 années pour que nos cardons épineux puissent nous faire de beaux porte-graines. Donc on a fait la récolte de semences cet automne et du coup le jardin est très fier, les jardiniers sont très fiers de pouvoir renvoyer ces graines à Cocopelli qui va pouvoir repartir de cette souche pour pouvoir reproposer cette espèce qui aurait pu disparaître. Maintenant, revenons aussi sur la propension des semenciers à fournir des graines enrobées de pesticides. Et ces graines enrobées de pesticides, eh bien, je peux donner l'exemple simple des pesticides. Le terme pesticide est malvenu, mais par exemple, l'exemple des néonicotinoïdes, qui sont des insecticides extraordinairement puissants et violents, qui tuent tout. Eh bien, par exemple, les graines de tournesol vendues par les semenciers, ces graines de tournesol, eh bien, sont en général enrobées de pesticides. Et la plante est toxique pendant toute sa durée de végétation, y compris lorsqu'elle est en fleurs. Le résultat, ça tue toutes les abeilles, bien sûr. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les producteurs ont la possibilité, les paysans ont la possibilité de ramasser les graines de tournesol sur les inflorescentes pour les ressemer l'année d'après? Que nenni, parce que souvent, ce sont des hybrides qui font que les graines ne sont pas fertiles, et puis en même temps, si elles le sont, ils devraient théoriquement percer des intérêts ou des taxes aux producteurs de la graine. Donc ça montre qu'il y a un système extrêmement pervers où vous avez des gens qui se sont installés dans le paysage et qui disent maintenant les semences c'est notre propriété. Donc il faut que, disons, des personnes s'élèvent contre cela. Madame Flett. La graine perd son identité visuelle aussi. Il y a tellement de formes de graines différentes, de toute taille, de toute grosseur, vraiment c'est extraordinaire. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle Graines, j'ai pas l'édition, mais le photographe a fait vraiment de magnifiques photos en gros plan de ces graines. On perd cette identité visuelle et donc on perd ce savoir aussi, et pour nos générations futures, c'est dommage. Bon. Alors en tout cas, ce point est très important. Alors je vais poser une question à Madame Chanu. Nous parlions tout à l'heure des rares endroits qui sont des conservatoires de graines, surtout pour Cocopelli, ce sont surtout des légumes, si je ne m'abuse. Mais est-ce qu'il y a par exemple dans les pays scandinaves une espèce de réceptacle de graines qui conserve la plupart des graines des variétés cultivées? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Alors, c'est une excellente question que j'allais justement aborder sous un autre angle, mais celui que vous proposez me semble tout à fait intéressant. Donc, vous êtes en train de parler de ce conservatoire, en fait, cette banque, de ce blocos de semences qui est dans le Svalbard, hein, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Svalbard, je crois que c'est une île, le Svalbard, hein, c'est bien ça. Mais je dis peut-être des bêtises, mais les gens ont entendu parler du Svalbard parce que c'est un endroit où, si je ne m'abuse, on produit des palets pour, vous savez, le curling.
Alors ça, je suis pas au courant de la production de palais pour le curling, mais en tout cas, je suis au courant de l'édification. Sous toute réserve. Alors donc, il faut savoir quelles sont les sources de financement de ce blocos au Svalbard. Ce sont les banquiers, la banque Rothschild en tête, et en réalité, sous couvert toujours de bonnes intentions, parce que c'est toujours le même processus qui est à l'œuvre. On vous sort des belles promesses, des belles intentions, et donc cette banque de graines, en réalité, c'est un réservoir génétique pour que les semenciers puissent avoir accès au génome des plantes en cas de catastrophe nucléaire, catastrophe climatique, etc. Et en fait, c'est eux qui ont accès à cette banque de semences. Alors, de temps en temps, ils font une action de communication spectaculaire, à savoir que récemment, ils ont restitué à la Syrie des échantillons de semences qui avaient disparu de chez eux, mais qui avaient disparu de chez eux, évidemment, à cause de quoi ? À cause de la guerre orchestrée par qui ? Toujours les mêmes. Donc, en réalité, ce Svalbard, c'est le coffre-fort des banques, finalement, qui vont aller y piocher quand elles en auront besoin les génomes pour pouvoir refaire des semences avec des droits de propriété intellectuelle dessus. Donc, voilà, quoi. Nous, on n'est pas dupes de ce petit jeu. Mais une question. Oui. Le Cocopelli édite un catalogue. Et d'ailleurs, si vous voulez, je conseille à tous les auditeurs, même ceux qui n'ont pas un jardin, de se procurer le catalogue de Cocopelli, qui est très intéressant, qui donne envie, avec les 390 espèces de tomates, de concombres, il y a tout là-dedans. Et alors, ce qui est intéressant dans ce catalogue, c'est que toutes les semences, eh bien, on peut se les procurer. C'est-à-dire, vous écrivez à Cocopelli, je voudrais de la graine de la cornue andine d'une espèce de tomate, eh bien, Cocopelli va vous l'envoyer. Mais ce fameux conservatoire des semences de Svalbard, imaginez que vous dites, eh bien, écoutez, vous avez tout, donc envoyez-moi des semences, un échantillon de semences de telle ou telle espèce. Je suppose même que Cocopelli a dû le faire, peut-être, pour récupérer des semences qu'ils n'avaient pas. Eh bien, ils vont vous répondre, non, c'est à usage interne. Enfin, je ne sais pas, c'est pas un organisme qui commercialise ou qui reproduit ces semences. Elles sont congelées, point barre. Enfin. Elles sont congelées. Et nous, on dit toujours qu'en fait, le meilleur endroit de conservation de la semence, c'est le champ, c'est pas un congélateur. Oui, parce que, attendez, le fait de congeler les semences, ça ne leur fait pas du bien non plus. C'est un mode de conservation. C'est sûr que c'est un mode de conservation, mais il ne devrait pas se conserver pendant des dizaines d'années. Là-bas, c'est vraiment un coffre-fort pour stocker. C'est un coffre de gènes. C'est pas un coffre de semences vivantes. Par contre, il y a un magnifique conservatoire de semences qui est dû à un Russe qui s'appelait Vavilov et qui est donc à Saint-Pétersbourg. Et là, c'est la plus grande banque de semences du monde. Il est situé à Saint-Pétersbourg et il a une collection de plus de 327 000 échantillons de 2200 espèces de plantes cultivées. Donc là, on est face à un vrai conservatoire qui est né de la vision d'un homme qui a préféré d'ailleurs mourir de faim dans son conservatoire de semences vivantes, alors qu'il aurait pu les manger au moment de la guerre. Il a refusé de les manger, il est mort de faim dedans pour les laisser à la postérité. Donc là, il y a un livre magnifique aussi qui s'appelle « Aux sources de votre alimentation ». Je ne sais plus quel est l'éditeur, mais qui retrace toute l'épopée de cet institut Vavilov. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le vivant, dans le partage des savoirs, dans le lien avec les populations, les paysans, et qui est fait pour le bien commun et pas pour le profit de quelques-uns qui anéantissent le monde. Oui. Et j'ai cru lire dans une revue que peut-être d'entre vous lisez, Rustica, qu'il y aurait prochainement une antenne en France donc de ce conservatoire. Mais écoutez, c'est nécessaire, mais maintenant, il y a une chose que je ne vois pas très bien. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que le Svalbard ou cet organisme recueille, par exemple, 20 grammes de graines de tomates d'une espèce particulière, il les congèle,
Et puis il n'est pas certain non plus que ces tomates vont rester fertiles, même congelées. C'est-à-dire qu'il y a des plantes. Alors par exemple, je pense à une société, je ne sais pas si elle existe toujours, mais qui était bien connue des forestiers, s'appelle Versepuis. Versepuis, commercialisait à peu près toutes les espèces connues de conifères et de feuillus. Et surtout, c'était intéressant pour la sylviculture. Alors, je me suis intéressé à la sylviculture il y a 30 ou 40 ans, et en fait, le jeu, c'était de commander des graines de sapin exotiques à Versepuis, qui les fournissait par 5 ou 10 grammes, et puis vous avez un sac avec des graines de pin ou de sapin. Le problème qui se pose, c'est que, ou bien, lorsque vous les semez, vous avez une forêt de petits sapins qui poussent, à ce moment-là, elles sont de très bonne qualité, ou bien il ne se passe rien. C'est-à-dire, ces graines deviennent complètement, parfois, elles sont stériles, tout simplement. Oui, Alors, et c'est ce que je vous disais, en fait, ce Svalbard, c'est pas une banque de semences vivantes, c'est une banque génétique, c'est une banque de gènes. Or, les gènes, ils vont pas disparaître, ils seront encore là. Les gènes seront encore là, voilà. Mais rien ne prouve que si on prend de ces graines, si on les remet à la température ambiante, elles vont pousser. Peu importe, ce qu'ils veulent, c'est le code génétique. C'est pas la semence elle-même, c'est le génome. C'est le génome qui est conservé, c'est une banque de gènes. Ce qui se passe, c'est que malgré tout, les conservatoires de graines vivantes, il n'y en a pas beaucoup. Non, parce qu'en réalité, les conservatoires de semences vivantes, la meilleure conservation, c'est l'échange et le champ. Et puis les cultiver de temps en temps. Et alors, les recultiver le plus souvent possible, même. Pourquoi seulement de temps en temps? Le plus souvent possible pour qu'elles captent le processus de l'adaptation, du changement climatique, du chaos, du changement des sols, etc. Donc, la plus belle façon de conserver une semence, c'est de la refaire pousser. Exactement. Alors après, il faut encore la conserver d'une année sur l'autre, qui est déjà un exploit. Parce que, par exemple, la femme semencière dont parlait Karine tout à l'heure, qui est en Moldavie, elle a fait une magnifique récolte l'année dernière, malgré des conditions qui n'étaient pas faciles. Elle a tout bien préparé, elle a tout stocké, et au bout d'un moment, elle s'est aperçue qu'il y avait des rats qui venaient manger sa récolte. Donc là, il a fallu passer à la banque réfrigérée, c'est-à-dire on a acheté un grand réfrigérateur pour qu'elle puisse y ranger sa récolte sans qu'elle soit bouffée par les rats et qu'elle puisse les ressemer. Madame Flett. Mais elles vont être ressemées l'année prochaine. Oui, je suis d'accord, mais ce qui se passe, c'est que malgré tout, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas 36 conservatoires de graines vivantes sur la planète. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a des gens qui... en est un, mais il n'y en a pas 10 autres. Non, mais Cocopelli, c'est pas un conservatoire. Non, mais c'est un reproducteur. Je suis d'accord, c'est un reproducteur de plantes vivantes qui a beaucoup de graines à son catalogue. Voilà. Mais en fait, de facto, c'est un conservatoire de graines parce que le fait que ces graines soient recultivées et soient présentes sur le marché font que la plante est vivante. Font que la plante persiste et demeure. Alors, quand vous parlez du catalogue de Cocopelli, en fait, chez Cocopelli, ils n'aiment pas ce mot-là parce que pour eux, catalogue, ça leur évoque le GNIS, donc ce groupement national. D'accord, mais bon. Non, mais c'est juste pour vous dire que chez Cocopelli, il y a une liste des végétaux, des semences qu'ils ont à vendre, et il y a aussi un manuel qui s'appelle le manuel de Cocopelli, qu'on trouve sur le site internet, qu'on trouve aussi bien entendu sur les salons où il y a des stands Cocopelli. Et en fait, ce manuel est une vraie bible d'instructions pour la reproduction et la conservation des espèces vendues par Cocopelli. Donc c'est un incontournable pour qui veut se mettre à la reproduction de semences, avec les DVD dont je parlais tout à l'heure de semences buissonnières. Alors attendez, juste avant que je vous donne... Excusez-moi, mais je voulais dire que si vous voulez, le problème... c'est que j'ai regardé un peu sur Internet, mettons, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'alternatives à Cocopelli. Je n'ai pas trouvé énormément, parce que vous pourriez dire à ce moment-là, bon, Cocopelli est une espèce disons, le terme conservatoire s'il vous plaît pas, mais disons un semencier spécialisé extrêmement... disons qu'il y a une gamme de semences extrêmement étendue et qui cherche à avoir toutes les variétés anciennes disponibles dans sa gamme.
Et vu comme ça, c'est que normalement, même pour les variétés difficiles d'accès, j'ai fait cette expérience, vous écrivez à Cocopelli, il vous en trouve. Bon, pas tout de suite, toujours, mais il vous en trouve. Tandis que les conservatoires comme ceux du Svalbard, eh bien, au contraire, les congèlent et on n'est même pas certain qu'elles vont repousser. Et en même temps, il y en a quelques-uns. Il y en a, je crois, aux États-Unis, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas certain. Il y a un conservateur de graines semencières, là aussi, Est-ce que vous avez des références? J'en ai pas beaucoup. En France, on en connaît d'autres que Cocopelli qui sont pas aussi grands. Il y a notamment le Biogerme qui est dans le Lot-et-Garonne. Donc là, c'est un collectif de 21 producteurs de semences paysannes et biologiques qui se sont regroupés. En Provence, on a le potager d'un curieux, Jean-Luc Danérol, qui est aussi fils d'un artisan semencier qui faisait ses semences lui-même et qui reproduit beaucoup de graines. Il y a aussi un homme dans l'Hérault, je crois, Pascal Pot, il est dans l'Hérault, Montpellier, voilà, qui lui a décidé de produire des semences essentiellement de tomates. Il n'y a pas que des tomates, mais en tout cas, et ce qui fait pousser, il le fait pousser dans des conditions draconiennes. Il n'y a pas d'eau, il n'arrose pas. Et d'une année sur l'autre, ces plantes s'adaptent. Et donc la semence porte cette information de l'adaptation. Et maintenant, il est devenu connu et il vend des semences de plants résistants à la sécheresse. Et il y a même l'INRA maintenant qui s'est penché sur son travail pour montrer qu'effectivement ces semences s'adaptent à ces conditions-là. C'est ça le grand espoir, c'est que d'une part, quand on a des semences vivantes, au bout de quelques années, on a des milliards de semences vivantes et c'est bien cette abondance qui gêne le marché économique qui n'aime que la rareté. Donc il y a ce premier aspect et puis il y a ce critère d'adaptabilité, ce qui fait que en sélectionnant toujours les meilleures semences sur les plantes qui ont poussé et qui ont résisté à des conditions extrêmes, eh bien elles acquièrent ces qualités et qu'elles s'adaptent à des conditions particulièrement difficiles, soit de salinité, soit de sécheresse, soit au contraire d'extra-humidité. Elles s'adaptent et elles prennent ces critères. C'est ça, cette magie du vivant que décrivait Pierre Rabhi tout à l'heure dans son article. Mais alors, pour revenir à notre ami décédé Jocelyn Moulin, qui a créé Cocopelli en 1999, on peut dire dans ce cas-là qu'il a fait école, d'une certaine façon, puisqu'il y a d'autres organismes que Cocopelli qui se lancent dans l'action la préservation des graines anciennes, et je présume que tous ces organismes, toutes ces associations, tous ces collectifs, tous ces éleveurs semenciers amateurs ou semi-professionnels vont avoir les mêmes problèmes qu'a eu Cocopelli, en particulier vis-à-vis des semenciers officiels. Cocopelli a été attaqué en justice de multiples reprises et, si je ne m'abuse, a gagné ses procès. Alors écoutez, cette question de la législation, elle est extrêmement intéressante parce que il y a la législation qui avance et puis les lobbies semenciers qui avancent, mais d'un autre côté, il y a quand même une humanité qui s'éveille à ces questions-là. Et donc, il y a certains cas de figure où ils préfèrent éviter un procès pour que ne soit portée à la conscience collective l'exaction qui est en train de se perpétrer sur le vivant. C'est-à-dire que quand on voit quels sont les cas de figure qui occasionnent des procès, je veux dire, là, effectivement, Cocopelli a été attaqué à plusieurs reprises parce que ce qu'on leur reproche, c'est de vendre des semences vivantes qui ne sont pas inscrites au catalogue et par là même de faire concurrence aux grands semenciers. Et en réalité, quand on creuse un petit peu, on voit qu'en réalité, ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres semences que celles qui sont inscrites au catalogue et qui sont donc celles qui correspondent aux critères de l'industrie. Alors le catalogue officiel, c'est encore une invention. Est-ce peut-être qu'on pourrait faire ouvrir une parenthèse pour dire comment est né ce catalogue officiel? Alors ce catalogue, il est né sous Pétain en réalité, donc au moment de Vichy en 1941.
où l'agriculture commençait à s'orienter vers une agriculture beaucoup plus chimique et mécanisée. Et en fait, à la base de l'agriculture, c'est la semence. Et on a fait répondre les critères de l'agriculture chimique, on les a transférés en 1941, l'agriculture était encore loin d'être chimique. C'était les débuts, puisqu'on commençait à avoir la mécanisation qui commençait. Hein, ça fait 1941, ça fait moins de 100 ans. Hein, donc c'est le milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est né à ce moment-là, et puis ensuite c'est devenu une entreprise administrative et tentaculaire. Maintenant c'est une filiale de la FNSEA, quoi. Oui. Ils légifèrent sur tout, c'est eux qui détiennent toutes les autorisations et qui font la pluie et le beau temps sur le monde agricole. Donc pour nous c'est juste impossible. C'est juste que c'est pas entendable que le vivant soit contrôlé comme ça. Et d'ailleurs je veux citer une petite anecdote qui m'était arrivée un jour où j'avais un journaliste qui était venu m'interroger sur le travail des femmes semencières, et donc je voyais qu'il avait du mal à comprendre pourquoi on s'opposait, pourquoi on n'était pas d'accord avec cette inscription au catalogue, et en quoi ça nous gênait que les semences vivantes soient interdites. Et je voyais que franchement il était tout à fait honnête. Il disait finalement il y a des bons côtés à ce qu'il y a un catalogue, on sait ce qu'on achète, on est certain que ça va produire, etc. Et je lui ai dit, écoutez, si le catalogue peut exister, peut-être, mais nous, en tous les cas, on ne veut pas que ça soit à l'exclusion des semences du domaine public, et que parce que les semences du domaine public ne sont pas inscrites au catalogue, elles n'aient pas le droit d'être utilisées par les paysans et les particuliers. Et je voyais qu'il avait vraiment du mal à comprendre, et tout d'un coup, je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, si on vous interdisait de vous reproduire à partir de vos propres semences et qu'on vous oblige à passer par des semences qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Et là, il a compris. Oui. Mais c'est exactement la même histoire. C'est exactement ça, oui. C'est exactement la même histoire. D'ailleurs, vous parlez de ça sur le ton de la plaisanterie, mais c'est un peu ce qui nous menace avec le transgénisme et, disons, la manipulation du génome, parce que, vous savez, dans le meilleur des mondes, les enfants ne naissent plus que de façon artificielle. La reproduction sexuée n'existe plus que sous forme de bébés éprouvés. Et on arrive à une situation où vous pourriez imaginer que dans 100 ans, avec la vitesse à laquelle ça progresse, il n'y ait plus que des bébés éprouvettes où vous avez un organisme qui va les sélectionner pour des critères de résistance à la maladie ou des critères de docilité, je ne sais pas, mais c'est le meilleur des mondes. Et ce meilleur des mondes, est quelque chose qui déjà est présent en quelque sorte pour les végétaux. Et il faudrait que les auditeurs aient vraiment conscience de cela. Pourquoi ? Parce que si on accepte de faire le meilleur des mondes pour les végétaux, au sens que les paysans n'aient plus le droit de cultiver que des variétés qu'ils achètent chez des semenciers, bientôt, ça sera pour les animaux de ferme. Mais d'ailleurs, ce que vous évoquez, c'est tout à fait la même logique, puisque on est venu voir les paysans tout au début en leur expliquant qu'on allait les aider à travailler moins, à avoir de meilleurs rendements, à avoir plus de garanties de retour sur leur récolte. Et on leur a toujours présenté cette facilité pour les inciter à aller vers les semences dites améliorées, les semences hybrides F1. Sur les semences transgéniques, les OGM, c'est aussi exactement le même discours. Je vais après ce que je suis en train de dire expliquer ce qui s'est passé en Inde avec le coton. Et en réalité, là, on va vers l'utérus artificiel en expliquant aux femmes que comme ça, elles se fatigueront pas à mener des grossesses et qu'elles n'auront pas besoin d'interrompre leur carrière pour mener une grossesse et avoir un petit nouveau-né. Il n'y aura plus de douleurs de l'enfantement. Voilà. Et puis, Donc si vous voulez, et puis ensuite, par exemple, vous avez
la vision de science-fiction où vous avez les parents qui arrivent, par exemple, chez un médecin et on leur dit vous allez choisir la couleur des yeux de votre enfant, vous voulez un garçon, vous voulez une fille. Déjà, entre parenthèses, la sélection fille-garçon, aux Indes, c'est pas mal, hein. En Chine aussi. C'est-à-dire que comme par tradition, certaines sociétés sont patriarcales, ou au sens que, par exemple, en Chine, les parents, le fils de la famille, eh bien, a à charge d'entretenir les parents, tandis que la fille se marie et quitte sa famille. Donc, les parents qui n'ont que des filles, eh bien, ils n'ont personne pour assurer leur retraite. Alors, au résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sélections d'embryons pour empêcher les filles de naître. Et une catastrophe, il n'y a pas assez de filles. Bon, en Chine, mais c'est effarant, cette situation. Mais ça ne fait que commencer. Et bientôt, si vous voulez, actuellement, il faut savoir que on est capable de prendre un embryon humain, c'est déjà quelque chose d'horrible, et de le cultiver dans un utérus artificiel, c'est-à-dire dans une espèce d'environnement éprouvette, si vous voulez, artificiel, pendant 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, eh bien, les enfants qui ont 1 mois et demi, eh bien, ils sont déjà, on voit déjà leurs membres et tout, hein. Bon. Alors, si vous voulez, avec la vitesse à laquelle ça arrive, on va dire, ben, maintenant, on sera capable d'avoir un enfant qui sera né entièrement, du début jusqu'à la fin, dans un utérus artificiel. Et ensuite, l'étape suivante, c'est la sélection, la fabrique du génome parfait. Et là, voilà ce que nous avons quasiment pour les végétaux. Est-ce qu'on peut accepter ça? Alors écoutez, c'est totalement inacceptable et justement j'avais dit que j'allais parler du cas de l'Inde et je vais en parler du végétal justement jusqu'à l'humain parce que c'est un cas que je connais particulièrement bien. Donc en fait, lors de la Révolution verte, l'Inde a été un des premiers pays où se sont développés les OGM. Donc comment on fait les semenciers pour aller imposer, enfin ils ont proposé les OGM à des paysans qui avaient une culture millénaire et qui ont toujours cultivé sans aucun outil, sans aucun engin mécanisé et évidemment sans semences améliorées et qui avaient des cotons de grande qualité qui étaient reconnus à travers le monde. Alors ils sont allés les voir en leur donnant des OGM et en leur disant qu'ils auraient bien sûr des rendements exceptionnels et qu'en plus de ça ils auraient beaucoup moins de travail puisqu'ils n'auraient plus à acheter de produits pour enlever les herbes adventices, etc. Donc il est facile de comprendre que des gens qui vivent assez difficilement de leur culture, ils ont accepté ça en se disant tous la même chose. Ils se disaient tous la même chose, ils se disaient on risque rien, on prend ces semences, puis de toute façon si ça marche pas, il y a toujours notre cousin ou notre frère dans le village d'à côté qui nous redonnera ces semences. Mais c'était sans compter que les Monsanto et compagnie, ils faisaient des campagnes comme ça de village de proche en proche et qu'au fur et à mesure qu'ils donnaient la semence OGM, ils récupéraient la semence reproductive, la semence ancestrale. Ils la récupéraient. Et que comme ça, ils allaient de village en village. Donc ils ont littéralement éradiqué toute la semence primaire. Ils l'ont littéralement supprimée. Et donc, les paysans, la première année, ils ont cultivé ça. Donc, il faut savoir que, bien entendu, la plus grande partie d'entre eux est illettrée, qu'on leur donnait des produits avec lesquels il aurait fallu faire des manipulations avec des gants, des masques, des protections. Par exemple, quand on sème des OGM, il faut recouvrir tout de suite de terre parce que si les oiseaux viennent manger ces plantes, ces graines qui sont du poison, les oiseaux meurent. Donc, en fait, tout ça, ils n'en avaient pas conscience. Donc, ils ont semé et la première année, globalement, tout le monde a eu des résultats satisfaisants, donc ils étaient très contents. Ils ne savaient pas, au passage, que la deuxième année, il faudrait racheter cette semence. Enfin, il faudrait l'acheter, parce que le cadeau, c'était juste pour... Ils ont ramassé des graines, et puis ces graines... On s'est chargé de faire une campagne pour leur expliquer la situation, en leur disant que la graine, elle ne marchait qu'une année, qu'il fallait qu'ils aillent la racheter, mais comme ils avaient eu un bon rendement, ils sont allés racheter la graine. La deuxième année aussi, mais les rendements ont baissé relativement vite.
Et au bout de 4-5 ans, les rendements, ils étaient juste suffisants pour repayer la semence et avoir une toute petite marge. Et puis au bout de quelques années, il n'y avait plus du tout assez de rendement pour racheter le coton. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à assister à cette vague de suicides chez les paysans, où il y a eu maintenant plus de 300 000 paysans qui se sont suicidés en faisant quoi ? En ingurgitant du Roundup. Donc là, c'est vraiment... Alors donc, c'est Vandana Shiva qui a fait connaître au monde cette exaction qui s'est passée sur son pays. Et là, ils reviennent doucement, mais c'est complètement un modèle comme ça. Il devrait péricliter d'office. Il ne devrait pas pouvoir se poursuivre ailleurs dans le monde. On se demande comment ils font pour pouvoir avoir des procédés criminels comme ça, pour pouvoir les implanter quelque part où on les rejette et aller les refourguer ailleurs. Et donc, ce que je voulais dire aussi sur ce que vous évoquiez sur la Chine, c'est qu'en Inde, donc la culture, c'est pas la même qu'en Chine. En fait, pourquoi les Indiens, eux, ils sont embêtés s'ils ont des filles ? C'est parce que c'est au moment du mariage que, en fait, c'est la mariée qui doit donner une dot à la famille du marié. Et ça peut correspondre à des années d'endettement pour la famille de la mariée. Oui. Donc, c'est très compliqué d'avoir une fille en Inde quand on est pauvre. Il n'y a que quand dans les classes élevées que c'est bien d'avoir des filles. Et donc, moi, j'ai été très choquée les premières années où j'allais en Inde parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait des énormes pancartes pour de tests de grossesse pour savoir quel était le sexe de l'enfant, pour pouvoir avorter si l'enfant était une fille. Mais je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tant besoin ? Je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tant besoin de savoir quel est le sexe de l'enfant ? Et en fait, j'ai compris que c'était suivi d'un avortement si c'était une première fille ou une deuxième fille, parce que ça ruine les familles. Donc voilà aussi ce processus de l'argent qui envahit le monde. Si vous voulez, le problème, c'est que toute intervention génétique sur les embryons devrait être formellement interdite, et ce n'est pas ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez des médecins qui proposent que l'on analyse le génome des enfants à naître pour voir éventuellement s'il y a un risque d'une maladie particulière, qu'une maladie particulière se développe. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez le cas de l'hémophilie, par exemple, qui est une maladie qui se transmet, et si, par exemple, des parents on détecte le gène de l'hémophilie, on va leur proposer un avortement. Mais c'est scandaleux. Parce que, si vous voulez, vous avez le fait que vous ayez des enfants, ils ont le droit de vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette espèce de situation... En tous les cas, ça doit rester le choix des parents et ça doit pas être une obligation. Absolument. Et maintenant, ça doit en rien être une obligation. Maintenant, vous avez des gens qui disent, voilà, si par exemple un enfant naît avec un handicap, si ce handicap est prévisible, eh bien il est clair qu'à ce moment-là, ça va coûter de l'argent à la société, donc il vaut mieux, etc. Et cette situation est absolument scandaleuse, mais ça, c'est dans l'air du temps. Et l'air du temps, à mon avis, est particulièrement mortifère. Je pense que, si vous voulez, j'ai fait une émission avec un spécialiste de l'agriculture qui m'a donné des chiffres en montrant que l'agriculture traditionnelle pour simplement, vous savez, les grands champs de blé, enfin, disons... L'agriculture chimique Non, l'agriculture traditionnelle avait un meilleur rendement que l'agriculture chimique. Ah, l'agriculture... d'accord. L'agriculture traditionnelle avait un meilleur rendement parce que l'agriculture chimique, eh bien, peut-être que ça marchait bien au début, mais les sols étaient stérilisés et à la fin, si vous voulez, on est obligé de mettre des quantités de produits qui coûtent cher aussi. Et puis il y a tous les coûts collatéraux de la pollution de l'eau. Enfin, il y a des coûts collatéraux qui sont incommensurables. La pollution de l'eau est quelque chose d'épouvantable. Et par exemple, on cite le cas de la pollution par la chlordécone, le chlordécone qui est dans les Antilles. Alors ce chlordécone est un pesticide, enfin le terme pesticide je n'aime pas, mais bon, c'est classé là-dedans qui protège les bananiers. Eh bien, on a mis du chlordécone partout et ce chlordécone est présent dans la nappe phréatique à des doses très supérieures à ce qu'on est en droit d'attendre pendant au moins les 100 ans qui viennent.
Très long. Or, il se trouve que le chlordécone a un effet cancérigène extrêmement grave, ce qui fait que la plupart des hommes âgés de 50 ans à la Guadeloupe sont déjà cancéreux pour la prostate. Bon, à cause de ça. Alors, il faudrait que tous ces gens-là boivent de l'eau du robinet, et encore, parce que on utilise l'eau pour se doucher, pour faire cuire les aliments, et ça passe quand même dans l'organisme. Alors, ce qui se passe malgré tout, c'est que l'agriculture intensive et chimique est quelque chose qui empoisonne tout, que ce soit les sols, les animaux, l'environnement et les gens. Et bien entendu, c'est ce modèle qu'on cherche à nous vendre de toutes les façons possibles, et avec bien entendu des semences qui sont adaptées à cette culture chimique. Et je pense qu'il est important que des personne se lève, comme l'a fait Jocelyn Moulin. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de sa vie, disons, à l'origine. Eh bien, Jocelyn Moulin était le fils d'un grainetier. Ses deux parents étaient grainetiers. Alors, c'est pour ça qu'il est allé dans la semence, si j'ose dire. Et en fin de compte, cet homme a beaucoup fait pour que d'abord les gens prennent conscience de ce problème en France, et que les jardiniers amateurs, comme je dis, ne peuvent pas ignorer Cocopelli. Alors je fais cette émission bien entendu à Paris, mais j'espère qu'il y a quand même des gens qui ont un jardin, je dirais pas sur le parvis de la Défense, mais quelque part pour cultiver des légumes. C'est une occupation qui est extrêmement utile. Oui, Madame Flett. Au fil des années, on s'est rendu compte que les gens connaissaient de plus en plus Cocopelli et qu'ils utilisaient des semences reproductibles, donc il y a espoir. Oui, mais le même combat maintenant doit être mené pour les semences de ferme, et le réseau des semences paysannes, à mon avis, n'est pas extrêmement, alors il faudrait que je leur pose la question, mais n'est pas extrêmement clair dans ses finalités. Pour être simple, d'après ce que je vois sur le réseau des semences paysannes, ce sont des gens qui ont un peu trop tendance à accepter, disons, le cadre législatif européen ou français. Alors il faut savoir que ce cadre législatif évolue beaucoup, c'est-à-dire pas plus tard qu'en 2014, il y a eu encore des décrets pour les semences de ferme. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est-à-dire, ça ne date pas de 1941. Vous avez beaucoup de décrets qui sont pris pour réglementer l'usage des semences paysannes. Et je pense que cette espèce de cadre législatif évolutif montre que l'on a intérêt d'abord à exiger des pouvoirs publics qu'ils ne privilégient pas le modèle de l'industrie agricole à grande échelle, qui privilégie le modèle du bio, le modèle des semences de ferme, et également au niveau de la Commission européenne, je pense, enfin du Parlement européen, parce que la Commission européenne c'est autre chose. Eh bien, il importe que soit développé disons un lobbyisme intense de la part des personnes responsables, pour que on revienne à un style d'agriculture moins chimique et plus traditionnel. Ouais. Il faut dire qu'il y a une pression des lobbies, justement, puisque de toute façon les lobbies sont toujours du côté de l'argent. Il y a une pression. On utilise lobby, vous savez, ici c'est une radio qui a ses manies, on veut par les Français. Alors disons, lobby égale groupe de pression, mais tout le monde sait ce qu'est un lobby, et c'est même plus qu'un groupe de pression. Si vous allez au Parlement européen à Bruxelles, vous verrez que ces groupes de pression, lobby, sont organisés, ils ont pignon sur rue, ils interviennent directement auprès des parlementaires pour développer leurs demandes. Alors, je ne sais pas à quel point ce type d'action est développé en France, pour l'Assemblée nationale et les sénateurs. Mais justement, c'est ça dont je voulais parler, c'est que en 2016, dans le cadre du rapport sur la biodiversité et des paysages, il avait été voté un article, c'était l'article 11, qui autorisait justement les semences du domaine public, les semences patrimoniales, à être vendues par des associations type Cocopelli, à être vendues aux particuliers. C'était pas pour les professionnels, c'était autoriser les associations
type, les associations loi de 1901 type Cocopelli à vendre aux particuliers les semences du domaine public. Cet article a été voté en plein été, le 21 juillet, si ma mémoire est bonne. Le lendemain, alors qu'on était en pleine vacances, il y a 60 sénateurs et 60 députés qui ont déposé auprès du Conseil constitutionnel un recours, arguant du fait que si cet article passait, il créait entre les associations et les entreprises semencières un conflit. Et donc, nous, on s'est élevé immédiatement contre ça en disant que c'était juste pour les particuliers et qu'en aucun cas, les entreprises semencières faisaient un chiffre énorme avec les particuliers et que de toute façon, certaines entreprises qui avaient vu le coup venir, certaines entreprises semencières avaient monté immédiatement une association pour pouvoir vendre ces semences du domaine public. Eh bien, le 4 août, le Conseil constitutionnel a statué en invalidant cet article 11. C'est pour vous dire quel est le poids de la pression en plein été où ce sont les vacances républicaines, il y a personne à l'Assemblée, ils sont arrivés, ils savaient tout, parce que pour que le lendemain ils déposent un recours avec 60 députés et 60 sénateurs, j'aurais voulu parler avec l'un d'eux pour savoir ce qu'ils connaissaient de la question semencière. Donc tout était ficelé d'avance et le Conseil constitutionnel le 4 août a statué. Sauf qu'il y a eu un tel tapage autour du vote de cet article qu'aujourd'hui encore, donc pratiquement 2 ans après, les gens en conférence me disent « Oui, mais vous savez pas, maintenant c'est autorisé. » Écoutez, je suis désolée de vous dire que ce que vous avez entendu a été invalidé très rapidement après, en 2 semaines. Alors que quand il y a une loi qui est votée, souvent on laisse traîner avant que le décret d'application se mette en place, on les enterre. Là, ça a été très très vite. En plein été, ils ont fait invalider ce recours. Oui, alors ça veut dire que vous avez des groupes de pression, des lobbies énormes, très puissants à l'œuvre, et ce lobby, il a un nom, c'est-à-dire que typiquement l'opposition aux semences de ferme et l'opposition à la commercialisation des semences relevant du domaine public, a comme opposant majeur la FNSEA, qui est un syndicat agricole qui est très partisan de l'agriculture industrielle. La FNSEA, elle a des composantes, des ramifications énormes. Ils sont tous, c'est le lobby de l'agro-industrie. Maintenant, c'est le lobby de l'agro-industrie. Alors, ce qui se passe, il y a le lobby alimentaire est dedans, le lobby semencier, les produits pesticides, les vendeurs. Ce lobby de l'agriculture industrielle, je suis désolé de le dire même publiquement, ce n'est pas un organisme bienfaiteur parce que, en fait, il aboutit des décisions ou des conclusions qui sont contraires aux lois de la nature, en quelque sorte. Oui, mais qui vont dans le sens de la loi du profit systématiquement, et c'est cette loi-là qui domine le monde maintenant. Oui. Et quand on voit maintenant que Bayer est en train de racheter Monsanto. Non, c'est fait. Je sais pas, ça a été validé par l'Europe, oui. Parce que c'était pour parler encore. Je sais pas si ça a été, parce qu'il y avait quand même tellement d'opposition à ce que ça se fasse. Bien. C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est fait. C'est-à-dire que ça a été racheté. Simplement, le problème de Monsanto, c'est un peu le retour au bercail, parce qu'il faut se souvenir que c'est l'associé Monsanto est issu de la société qui a fabriqué... Le Farben. Oui, et naturellement, vous avez un gaz célèbre qui est à l'origine de cela, qui est connu, c'est le Zyklon B, qui a été utilisé en quelque sorte pour des opérations criminelles dans le cadre des camps de concentration. Alors, ce qui se passe, malheureusement, c'est que la chimie industrielle de Monsanto trouve ses racines
dans l'Allemagne de la dernière guerre, et ensuite c'est singularisé par le fameux gaz, l'agent orange, qui a été utilisé dans la guerre du Vietnam et qui n'a pas laissé des dégâts uniquement de défoliation. Alors ce qui se passe malgré tout, et puis vous avez bien entendu la dioxine, tout ça, ce sont des chimistes qui ont fabriqué des quantités de produits extrêmement nocifs. Alors le problème, ils disent qu'ils sont les bienfaiteurs de l'humanité, c'est selon. C'est parce que, si vous voulez, je ne vais pas utiliser des accusations trop chargées, puisque je ne tiens pas à ce qu'ils me fassent un procès, mais je dis, c'est très simple. Ils ont peut-être amélioré simplifié la culture de certains champs de blé, mais ils ont laissé beaucoup de pollution derrière eux, c'est tout. Et aujourd'hui, je pense qu'on va certainement payer dans les années qui viennent le prix de cette pollution. Si vous regardez votre facture d'eau, eh bien, de temps en temps, il donne un avis comme quoi la quantité de produits phytosanitaires ou d'herbicides ne dépasse pas un certain niveau. Alors c'est le même niveau pour tous. On prend chacun des produits de pollution, et tant que chacun d'entre eux est inférieur au niveau admis par la Commission européenne, c'est bon. Sauf que on fait pas l'addition, hein. C'est-à-dire, vous avez parfois 5 ou 6 produits qui sont présents juste en dessous du niveau admissible, maximum admissible, et chacun d'entre eux doit être inférieur à ce niveau, mais pas la somme. Oui, mais surtout que les taux d'admissibilité, ils sont en constante variation, et qu'on les élève. Vous en avez un qui apparaît très souvent dans les analyses d'eau de Paris, de la région parisienne, et aussi en province, c'est l'atrazine. Alors, l'atrazine est un produit qui a été introduit une certaine année aux États-Unis, et 10 ans plus tard, il a été introduit en France, et il est encore présent, malgré le fait ça fait 20 ans, ou peu s'en faut, qu'il est interdit en France. Il est encore présent dans l'eau du robinet. Alors ça veut dire qu'on est dans un véritable problème, et vous parliez par exemple de la pollution, mais pensez à une chose, c'est que en 1974, le nombre de cancers reconnus dans la population française était de l'ordre de 20 000. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 250 000 par an. Donc ça a été multiplié par 10 entre 1974 et maintenant. Et je vous assure que c'est pas une question de détection limitée, parce que lorsque quelqu'un meurt d'un cancer, ça se voit. Si vous voulez, les gens savent qu'il est mort d'un cancer. En 1974, on savait que les gens mouraient de cancer. Et puis alors, comment ça se fait que ça ait augmenté à un tel niveau ? Eh bien, vous avez les tenants des vaccins qui disent oui, on a commencé à vacciner les gens, et puis ensuite, le nombre de personnes malades a diminué. C'est de la concomitance. On n'a pas de relation causale. Et parfois même, ce qui est curieux, c'est que le nombre de personnes malades a diminué avant qu'on introduise les vaccins. Néanmoins, il y a une diminution concomitante. Alors, vous avez une augmentation des cancéreux, et vous avez une augmentation des pesticides qui sont présents dans l'eau. Alors on va dire, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, pour les vaccins, si le nombre diminue, on va dire, ça a à voir. Alors pourquoi ne veut-on pas voir ce qu'il y a au milieu devant nous Puis alors en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le cancer, il y a un film magnifique qui est sorti qui s'appelle Cancer Business Mortel. Mais c'est que on soigne de nouveau les gens qui ont un cancer avec le cocktail chimique qui est pas très éloigné que celui dont on se sert pour cultiver. Donc tout ça, in fine, rapporte toujours au même. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Nous avons 1 ou 2 minutes pour conclure. Rapidement, moi, je voudrais rendre hommage à Jocelyn Moulin, une fois de plus, qui a fait une œuvre magnifique, et qui est le créateur de Cocopelli. Il faut que Cocopelli... Avec Dominique Guillet, il n'aimerait pas qu'on oublie son grand frère. Oui, mais attendez, le créateur, chacun contribue, mais si vous voulez, lorsque Dominique Guillet sera mort, on dira aussi qu'il est le créateur de Cocopelli. Non, mais rendons-lui tout de suite. Et alors, ce qui se passe, c'est que Cocopelli
C'est une œuvre collective dans laquelle Jocelyn Moulin a eu un rôle déterminant, si vous voulez, mais disons-le comme ça. Et vous avez d'autres personnes qui se sont battues pour le bien des Français et des humains, c'est Claire Séverac, Sylvie Simon, et toutes ces personnes sont parties, il faut leur rendre hommage. Mais surtout, en conclusion de cette émission, je voudrais dire, il faut que Cocopelli vive longtemps et continue son action. Alors, je vous laisse quelques secondes pour dire le mot de la fin. Vous voulez vous dire le mot de la fin ? Alors ça va être simple, tous au jardin avec des semences vivantes et reproductibles. Et comme disait Jocelyn, quand on sème, on sème. Oui, ça c'est un jeu de mots très plaisant. Voilà, et je voulais aussi dire que Pascaline, qui était la compagne de Jocelyn ces 12 dernières années, continue maintenant le travail et que c'est elle qui tient l'essentiel des stands Cocopelli qu'elle tenait avant avec Jocelyn et qu'elle tient avec un ex de Cocopelli qui est revenu pour lui prêter main forte et que les salons, grâce à Pascaline, continuent d'avoir des stands Cocopelli où on peut trouver cette semence de vie. Donc on conclut, chers auditeurs, pour la liberté des semences, pour Cocopelli, et pour Jocelyn Moulin, Sylvie Simon et Claire Séverac, levons notre verre. Voilà. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des sciences et des techniques, dirigé par Paul Devels. Émission préenregistrée le 15 mars 2018, diffusée vendredi 29 juin de 18h à 21h et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.